Bon midi à tous. Je me présente Claude Balleux, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Alors, bienvenue, merci d'être là. C'est notre dernière activité de cette semaine minière, quand même intense, hein, parce que, ça je disais à des gens tantôt, il me semble qu'on s'est vu toute la semaine. Pas que je suis tanné, mais on s'est vu beaucoup. Pardon? Merci de ce mot d'encouragement. Toi, tu t'occupes du mental toughness, hein, c'est ça? Merci Gilles. Je me sens mieux. Donc, au nom des membres du comité organisateur de cette semaine minière, je vous remercie de participer aux activités de cette semaine minière Amos 2023. Je veux aussi, je tiens à remercier nos précieux commanditaires. Tu l'as fait en plus gros, là. Bien évidemment, sans eux, ça serait impossible d'organiser une telle activité. Nous souhaitons en fait que cette semaine minière permette au plus grand nombre de connaître l'industrie, de connaître les retombées potentielles qu'elle génère. Alors c'est pour ça que la Chambre de commerce s'y implique. Et on veut évidemment encourager la population et la communauté d'affaires de continuer à s'intéresser au secteur minier, primordial au développement de notre vie moderne et moteur économique majeur de notre région. Robert, tu t'es laissé aller, hein? C'est hot. T'étais, hein? Ça vient de Robert. Je vous invite à éteindre ou fermer le son de votre téléphone cellulaire qui pourrait perturber les présentations et les présentateurs. Et pour ceux qui ont besoin d'une attestation de présence pour leur ordre professionnel, on peut vous fournir ça. Alors, pour ce faire, je vous invite à laisser vos cartes d'affaires dans la petite boîte esselée à la sortie. Et Robert va récupérer ça et mettre les documents requis. Donc, avant cette conférence, ce midi, on a le droit à un apéro, une petite mise en bouche de M. Guy Bourgeois, maintenant directeur général de l'Association d'exploration minière du Québec, qui a une courte présentation à nous faire. Alors, Guy, je t'invite ici. On peut même l'applaudir. Des fois, c'est mieux d'applaudir avant. Merci. Merci de l'encouragement, Claude. Je vais accrocher le micro, comme ça, je vais être sûr de pouvoir vous parler comme il faut. Ben, bonjour tout le monde. Puisque c'est la mise en bouche, on va faire ça quand même assez rapidement. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Félicitations à l'organisation. Partout en région, en Abitibi-Témiscamingue, il y a eu des activités. C'est important qu'on parle de ce que c'est que l'industrie minière dans toutes ses facettes. Et la première facette, c'est l'exploration. Qu'est-ce que c'est l'exploration? Ça regroupe l'Association de l'exploration minière du Québec, regroupe 1050 membres, environ 150 membres corporatifs. Ça va des compagnies d'exploration juniors, des géologues, des spécialistes dans le domaine. Pour faire quoi? Pour valoriser le sol québécois, pour être capable de déterminer y a-t-il un potentiel ou non. Ces gens-là sont les premiers à aller sur le terrain pour être capable de déterminer qu'est-ce qu'il y en est avec ce sous-sol-là qui nous est très cher. Vous avez là un peu le cycle, parce que souvent les gens pensent que c'est un long fleuve tranquille, le domaine de l'exploration. Il n'y en est pas le cas du tout. Vous avez là, dans le fond, l'illustration des cycles au fil des années de ce que ça représente en termes d'investissement. Et ces investissements-là, ils sont faits par des groupes très différents. Premièrement, les principaux joueurs dans le domaine, ce sont les sociétés d'exploration minière. 71% qui sont des juniors, qui vont sur le terrain, qui font des travaux d'exploration. L'autre joueur important, ce sont les compagnies minières qui exploitent déjà des gisements, mais qui veulent augmenter leur capacité en périphérie immédiate. Donc, eux aussi font de l'exploration, mais évidemment dans un rayon qui est plus directement à proximité des installations. Et finalement, les derniers joueurs, ce sont des sociétés, par exemple, comme SOQUEM, donc le gouvernement du Québec, qui supporte des joueurs dans le domaine public qui vont faire en sorte d'identifier des potentiels sur l'ensemble du territoire québécois.
94% des sommes investies dans le domaine se font en Abitibi-Témiscamingue et dans la région nord du Québec et Ouichi, Baie-James. 94% des dépenses se font là. Donc, c'est un joueur essentiel à l'activité économique des territoires de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Là-dedans, il y a plus de 83% qui se fait par rapport à l'identification au niveau des métaux et précieux et usuels. L'or, le cuivre, le zinc. Donc, ceux qui pensent qu'actuellement, il y a un engouement, par exemple, au niveau du lithium, oui, il est là, mais dans les faits, aujourd'hui, ce qui est le moteur au niveau de l'exploration, ce sont ces types de métaux-là. Je vous ai aussi mis l'illustration un peu de ce que ça représente au fil du temps, dans le fond, les investissements de la part des compagnies à faire de l'exploration, puis le différentiel au niveau des coûts de forage. Parce que ça aussi, on s'entend, il y a de l'inflation, il y a des coûts qui ont augmenté au fil des années, mais parfois qui ont baissé parce que l'industrie a subi des soubresauts. À chaque fois qu'on fait une campagne de forage, il faut aller chercher les argents pour les faire. Puis évidemment, ça a un impact parce que l'offre et la demande jouent son rôle important. Les 25 plus importants projets vont générer 68% de la dépense. Donc, ceux qui pensent qu'il se fait des travaux là, à outrance sur le territoire, si on prend les 250 premiers projets en termes d'importance, c'est 98% de la dépense. Donc, il faut mettre en perspective, là, il n'y a pas des travaux partout, tout le temps. Oui, il y a de l'acquisition de claims, mais de là à dire que sur le territoire, comment ça se répartit, vous avez une illustration un peu de ce que ça peut représenter. Ce qu'on entend, malheureusement, toute la question de la prolifération des claims ainsi que du forage intensif, l'exploitation se ferait par le biais de mines à ciel ouvert de très grande dimension, dont un impact majeur sur l'environnement. Les risques de destruction sont nombreux. Tout le monde est régi par des lois et règlements stricts qui sont les lignes directrices pour faire de l'exploration. Et on est très loin de ça. Ceux qui sont dans le domaine le vivent au jour le jour et savent qu'on est très loin de certaines affirmations comme celle-là. Et il faut corriger le tir. Un enjeu important actuellement, c'est pour ça que des activités comme celles qui se déroulent dans le cadre de la semaine minière sont si importantes pour, dans le fond, vraiment donner leur juste, se baser sur les faits, la réalité de ce que c'est, ce que ça représente, que de faire de l'exploration puis éventuellement de l'exploitation de gisements. Les claims actifs au 28 mars, on avait 319 000 claims actifs. Mais, ils sont où? Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec et Ouichi, Côte-Nord. La majorité des claims actifs sont dans ce territoire-là. Il y a 200 000 claims dans le territoire Iouichi. Quand les gens parlent de ce qui se passe dans le sud de la province, je m'excuse, mais les claims, ils sont majoritairement dans le nord de la province. Donc, 94% des claims sont dans le territoire Abitibi-Témiscamingue et Iouichi. Il y a aussi une évolution qui s'est faite au niveau des contraintes à l'exploration. Et là, contraintes, là, c'est important. Donc, de ce côté-là, au niveau des contraintes, il y a eu de la soustraction à l'exploration suite à, par exemple, l'établissement d'aires protégées, les périmètres urbains. Donc, de ce côté-là, il y a une évolution importante qui s'est faite. Depuis 2007 à aujourd'hui, on est passé de 18% à un peu plus de 37%. C'est quand même important. Puis je vous rappelle que, fondamentalement, faire de l'exploration, ce qui compte, c'est avoir accès au territoire pour aller identifier le potentiel minier éventuel sur un gisement. Si on n'a pas accès au territoire, ces territoires-là sont plus accessibles, on ne peut plus développer des projets et
je m'excuse, mais les gisements, là, c'est pas nous qui allons décider où est-ce qu'ils sont. Ça a été décidé il y a plusieurs millions d'années. Donc, de ce côté-là, là, il faut être capable d'aller trouver les gisements et de voir s'ils ont des valeurs économiques. L'autre chose importante, ce que vous voyez en vert, c'est les périmètres urbains. C'est le secteur du sud de la province, où là, on voit clairement les restrictions qu'il y a aussi du côté du périmètre urbain. Donc, on n'est pas à réaliser des projets sur le territoire des municipalités, là. On s'en éloigne. Donc, il faut que ça soit bien compris de la part de l'ensemble des intervenants. Malgré ce que je vous dis, dans les faits, dans les 10 dernières années, en moyenne, on a eu 20 mines au Québec. Il s'est développé 0,7 mines dans les 10 dernières années par année. 7 mines dans les 10 dernières années. On en a 20. Donc, ceux qui pensent qu'il y aurait une prolifération de mines sur le territoire québécois, je m'excuse, mais les faits le disent clairement, c'est un défi de trouver et de valoriser un gîte minier. Donc, de ce côté-là, encore, il faut vraiment s'assurer qu'on a, à ce moment-là, accès au territoire pour pouvoir valoriser ces sites-là. Puis, il y a des enjeux énormes, ne serait-ce que du côté de trouver, de mettre en valeur, de financer ces projets-là. Et je vous rappelle qu'on est en compétition avec le reste du monde de ce côté-là pour l'établissement de nouvelles mines. L'activité réelle sur les claims, sur ce qu'on avait au 31 décembre, 264 000 claims environ, les claims qui ont fait l'objet de travaux. Et là, ça peut être des relevés aériens, des personnes qui vont sur le terrain avec des équipements, là, il n'y a aucun équipement à impact. Mais ceux qui sont à impact réellement, 1360 claims sur 264 000 claims. Vous comprendrez que donc, quand on nous dit qu'il y a eu l'émission d'un claim, puis je veux pas qu'ils viennent ouvrir une mine en arrière de chez nous, là, on est très, très, très loin de ça. Et dans les faits, la majorité des claims actifs, dans une année, n'auront pas de travaux sur leur site en tant que tel. Parce que les compagnies vont identifier où est-ce que la recherche va se faire, vont bonifier d'année en année, ramener dans le fond du projet qui à l'origine était de 500 claims à 100, puis éventuellement à 20, et ultimement, quand on parle d'opérer une mine, ça peut être aussi limité que 2 ou 3 claims. Donc, on est très loin de la coupe aux lèvres dans ce type de projection, de l'image que les gens ont. Il y a un claim en arrière de chez nous, il va y avoir une mine à ciel ouvert. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de mines aussi qui sont sous terre. Ce n'est pas toutes des mines à ciel ouvert qu'on a au Québec. Il y a actuellement une opération importante, une consultation publique qui se fait. Il y a eu des consultations auprès des communautés autochtones, il y a eu des consultations auprès des organismes provinciaux. J'ai eu l'occasion de participer la semaine dernière à cette activité-là, qui a été, dans le fond, lancée par la ministre pour répondre à une préoccupation au niveau de l'harmonisation des pratiques de l'activité minière sur le territoire québécois. On vous invite à y participer. Vous pouvez aller directement sur le site Internet, aller faire, soit remplir un questionnaire en lien avec les préoccupations sur l'activité minière, mais également de déposer des mémoires ou des lettres pour venir donner votre position en lien avec ce qui est véhiculé par rapport à l'industrie. C'est important de le faire parce que je peux vous dire qu'il y a des groupes qui se sont mobilisés pour lesquels nous, on dit ben il faut avoir l'ensemble du portrait puis refléter clairement ce qu'il y en est. Donc, je vous invite à aller sur le site, vérifier, parce qu'il y aura des consultations aussi en région, mais c'est avec des groupes limités. Ils vont consulter dans 10 régions du Québec, et je vous réitère, 95% des travaux d'exploration se font en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Mais 100% du Québec va commenter qu'est-ce qui se passe avec l'industrie. Donc, si on veut être pris en compte, il faut s'occuper de nos affaires. Pour ça, ben,
au fil du temps, les gens en exploration ont dit, bon, ça serait intéressant d'avoir peut-être une méthode. Il y a eu une certification qui a été développée en collaboration avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'UQAM, certification qui a été aussi discutée avec UL. UL, c'est l'organisme de certification international. Il y a une entente avec UL, puis d'ailleurs, on est dans une perspective que 2024, on aura la certification pour pouvoir permettre une certification aussi ailleurs au Canada, pas juste au Québec. Actuellement, on est déjà au Québec, mais on veut aussi pouvoir répondre à des demandes qu'on reçoit de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. La certification, dans le fond, ça garantit des bonnes pratiques dans le domaine, à la fois au niveau environnemental, au niveau acceptabilité sociale des projets, santé, sécurité. Et comment on fait ça? Ben, c'est un accompagnement. Puis ça nous permet, dans le fond, d'améliorer nos processus en continu. On a quelques joueurs ici présents qui se sont inscrits dans la dynamique, qui ont déjà la certification. Je vous fais grâce des éléments, là, vous êtes capable de les lire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui regardent l'industrie, qui disent « Ah, c'est intéressant ». Même plus que ça, des communautés qui nous disent, par exemple des communautés autochtones qui ont vu ce qu'il en était d'éco-logo, et ils disent « Ah, ben moi, non seulement ça nous intéresse, mais on aimerait ça que les compagnies qui vont venir sur le territoire, faire des travaux en lien avec notre territoire, soient certifiées ». Ça nous garantit le respect des processus, des meilleures règles pour fonctionner. Voici les entreprises d'exploration qui ont déjà la certification. Les entreprises de services également, parce que ça intègre l'ensemble de l'industrie, pas juste les explorateurs, mais aussi leur réseau de fournisseurs. On le sait, au Québec, on est reconnu pour avoir une très bonne capacité de réalisation avec une main-d'œuvre excellente qui va partout dans le monde, d'ailleurs, pour réaliser des projets. Donc, ça nous permet de valoriser ces éléments-là. L'expertise a été reconnue. On le sait, on a des compagnies, comme je vous dis, qui vont partout dans le monde. On doit faire en sorte, dans le fond, d'être capable d'amener notre industrie à un niveau supérieur pour se démarquer, parce qu'on est en compétition avec le reste du monde. Mais en même temps, on a des défis. On regarde ce qui se passe actuellement au niveau des revendications et là, on dit, bon, ben, les investisseurs mondiaux ont le choix d'investir où ils veulent. Si la réglementation fait en sorte qu'on augmente le niveau de risque pour un investisseur, ben, il y a l'opportunité de regarder à côté, en Ontario, Colombie-Britannique, ailleurs dans le monde, pour le même type d'investissement. Parce que des gisements de classe mondiale, je me suis déjà fait dire, puis avec raison, il y en a partout dans le monde. Les investisseurs choisissent des endroits où ils ont les meilleures conditions au niveau de la gestion du risque, au niveau d'un encadrement réglementaire approprié, l'acceptabilité sociale des projets, l'acceptation par les communautés hautes, et aussi un cadre réglementaire qui est stable. Vous voulez en savoir plus? Être au cœur du monde de l'exploration, je vous invite à participer à notre événement phare qui est Explore à la fin octobre. C'est vraiment à la fois un networking important au niveau du réseau d'affaires, mais également plusieurs conférences en collaboration avec des organismes, des présentations de projets, des bonnes pratiques. Donc, je vous invite à y participer. Et sur ce, je vous souhaite un très bon dîner. Je serai disponible pour répondre à vos questions parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Merci. Merci, Guy. Je me présente, Robert Cloutier, je suis le président de la section ICM à Amos. L'invitation de Guy pour le congrès d'Explore en octobre est partie, mais vraiment, là, je vous la recommande énormément. Si vous voulez
découvrir les entreprises qui travaillent autour ici, là, pour aller les rencontrer, pour éventuellement faire de business. C'est vraiment un très bon congrès pour. Mais sur la même lignée, juste avant ça, la semaine prochaine à Montréal, lundi, mardi, c'est le congrès de l'ICM, qui est aussi un excellent congrès pour les fournisseurs de services. Je vous le recommande réellement. Puis à Montréal, c'est pas comme pour le congrès d'Explore, c'est à côté. C'est un congrès qui vaut vraiment la peine. Je reviens à mes lignes. ICM Amos, on organise à tous les mois des conférences pour parler des différents projets qu'il y a autour de nous autres, puis des fois qui étirent même en dehors de la province, puis et souvent en dehors de la région. C'est vraiment une très bonne occasion pour rencontrer justement les promoteurs, les gens, les décideurs sur ces projets-là. Ils sont là, ils savent que la majorité de notre clientèle, c'est des gens d'affaires. Fait qu'ils s'attendent à vous rencontrer là. La conférence de ce midi. La conférence de ce midi, excusez, va être justement sur Facebook. Cet après-midi, elle va être déposée sur Facebook. Fait elle va être disponible là, après ça, aussi longtemps que vous voulez. Ça reste là longtemps. OK, j'ai pas suivi mes lignes, fait que je suis un peu perdu. La conférence de ce midi sera donnée par M. Alexandre Cruz, président et chef de la direction de Stelmin. M. Cruz est titulaire d'une maîtrise en géologie de l'Université de Montréal et travaille en collaboration sur les projets de Stelmin depuis 2019. Son expérience est diversifiée dans les terrains archéens car il a notamment travaillé pour Arfin Exploration à la baie James. Le BRGM en France, à la baie James, le BRGM en France et en Afrique, le Bureau des recherches géologiques et minières français, et Laurentia Exploration en Jamésie. M. Cruz est actuellement vivement impliqué sur l'ensemble des projets de Stelmin et participe activement au développement des propriétés forts de Stelmin, Mercator et Courcy. M. Cruz. Faire un petit test du micro. C'est bon, c'est parfait. Ouais. Tac. Merci. Ouais, pas trop. C'est bon, c'est bon. Alors, pas besoin de me présenter. Robert Cloutier l'a vraiment très bien fait. Donc, je travaille sur les projets Stelmin depuis à peu près 2019. Donc voilà, principalement au départ, c'était que pour les étés. Et au final, maintenant, je suis embauché à temps plein. Puis, je supervise la plupart des activités d'exploration. Alors, merci beaucoup à l'ICM pour l'invitation. Car à la base, on n'était pas prévu. Mais au final, on a réussi à très bien s'aider. Ma présentation aujourd'hui, elle va être pas mal sur Stelmin, un précurseur dans le district de Canapisco. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Ok. Ok. Comme ça, c'est mieux? Ok. Pour l'instant, je vais voir avec ça. Alors, principalement, c'est Stelmin, un précurseur dans le district de Canapisco. On est pas mal l'un des seuls joueurs, je vous dirais, dans ce district-là. On va voir à peu près où il est placé un peu plus tard, on va dire, dans la présentation. Et on va dire que c'est pas mal un nouveau concept qui est un peu novateur. Et le but, c'est vraiment de transformer ce concept en quelque chose de très concret. Et je pense que c'est ce que Stelmin est en train de faire plus ou moins à travers ses différents projets. Donc ça, c'est le Forward Looking Statement. Donc c'est un peu une chose obligatoire qu'on est obligé de présenter, etc. pour les investisseurs. Et vous pouvez voir en bas, on a des superbes photos justement de Normand Goulet qui nous accompagne et qui est notre géologue structuraliste au sein de Stelmin, ainsi que nos camps, etc., et nos carottes de forage de notre propriété Mercator.
On peut voir au niveau financier que Stelmin s'en sort quand même pas mal bien. Depuis les 2 dernières années, on a pas mal de pics, mais on est quand même relativement stable autour des 17 cents. Et on espère grimper encore plus avec nos différents projets qu'on est en train de développer actuellement. Ouais. Les aléas du direct. Un, deux, un, deux. Ok, c'est pas mal mieux. Alors, pour reprendre la présentation, ce qu'on voit ici, c'est la carte du Canada. Donc ici, le Québec qu'on ne présente plus aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et nous, principalement, nos activités sont concentrées au niveau du district de Kanapisco. Donc c'est pas mal au niveau de cette MRC que toutes nos activités se font. On est à peu près entre 100 et 200 km à l'ouest de Fermont. Ici, vous pouvez voir la baie James et en bas ici la BTB, qui sont pas mal les terrains de jeu actuels pour l'exploration, mais on a décidé de se diversifier un peu des autres compagnies, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau, un peu comme a fait Virginia Gold à son époque là pour la baie James. Alors ici, on peut voir principalement sur cette carte, donc pour vous replacer rapidement, ici c'est la mine Éléonore, et on a aussi la mine Renard qui est au milieu du bassin. Ici c'est la route de la baie James, donc qui monte jusqu'à la mine Éléonore et jusqu'à Radisson. Et on peut voir que les principaux indices aurifères en général se distribuent autour de ce bassin-là, au niveau des grosses fractures. Et nous, on surfe un peu sur cette vague-là, mais pas mal plus à l'est. On peut voir que le nombre d'indices généraux aurifères se déplace en fait pas mal vers le nord et ensuite vers l'est. C'est pas mal dû en fait aux dernières découvertes comme on va dire La Pointe, Orphée qui est quand même pas mal plus vieux et la mine Éléonore. Néanmoins, vers l'est, on voit qu'on a pas mal moins d'indices actuellement, mais c'est principalement parce que c'est une zone qui est vraiment sous-explorée, où il n'y a pas vraiment beaucoup de claims et beaucoup de travaux qui ont été faits, mais non moins sans potentiel. On va pouvoir le voir à travers nos divers projets qu'on va vous présenter. Donc Stelmin, c'est un total de 10 propriétés à l'heure actuelle, et dans un corridor structural qui est vraiment très très important. Pour faire une mine, on a tendance à oublier, mais il faut que ça déforme, il faut qu'il y ait du passage de fluide, et ces zones-là sont vraiment très importantes. Alors, ça c'est un peu un petit zoom sur toutes nos propriétés actuellement. Comme je disais tout à l'heure, on a 10 propriétés, 2 propriétés à un stage avancé. Donc notre projet Courcy, qui est ici, et notre projet Mercator, qui est pas mal notre dernier projet sur lequel on a travaillé. On a 3 propriétés qui sont en travail. Donc notre propriété Trieste, qui est à peu près plus à l'ouest, Joubert et Ilnou. Elles sont actuellement en travail, mais on a beaucoup à faire sur Coursier et Mercator, qui fait qu'on est obligé un peu de choisir nos activités, malheureusement. C'est quand même un bon problème. Et on a 5 nouvelles propriétés qui ont été acquises en 2022, donc un peu plus au nord dans la ceinture de j'ai perdu le nom, dans cette ceinture de roche verte, et un peu plus au sud, on va dire sur d'autres ceintures de roche verte. Donc les nouvelles propriétés de Stelmin, c'est à peu près 485 claims, 250 km². Comme on disait tout à l'heure, c'est des positions prises fin 2022, donc c'est vraiment très très récent, et on compte travailler là-dessus pendant les prochaines années. Ces nouvelles propriétés, elles s'inscrivent vraiment dans la suite de notre projet, qui est de développer le district de Kanapisco. On a actuellement, comme je disais, nos projets flagship, et on essaie vraiment de développer au maximum le potentiel aurifère de la zone, car on croit vraiment en notre projet.
Pour cette génération de projets-là, on a vraiment des grosses équipes autour. On a Normand Goulet, qui est ancien professeur structuraliste de l'UQAM. On a Michel Boilly, qui est géochimiste. Et on a toute notre équipe qui travaille depuis quelques années dans le secteur. Donc on commence à avoir une solide expertise, on va dire, là-dessus. Ensuite, je vais présenter rapidement, on va dire, 3 ou 4 de nos projets. Donc actuellement, c'est les projets qui sont les plus en vogue et les plus phares suite à des découvertes qui ont été faites autour, ou on va dire des projets flagship comme Courcy et Mercator. On va passer brièvement sur les premiers, puis on s'attardera un petit peu plus sur le projet par exemple comme Mercator, qui est vraiment super intéressant et qui est vraiment une nouvelle découverte dans le secteur. Donc tout d'abord, Trieste, c'est cette petite propriété qui est ici. À mon avis, ça vous dit rien pour l'instant, mais si jamais je vous montre l'endroit où elle est placée, on est à peu près à 20 km au sud-ouest de la découverte à Dina. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la compagnie Winsom Resources qui a découvert il y a de ça moins d'un an 1,34% lithium sur 107 mètres en forage. Donc on est quand même bien placé, je vous dirais. On est au niveau de la continuité géologique entre les basaltes et la tonalite, qui fait qu'on on a vraiment une position préférentielle vis-à-vis d'une potentielle découverte. À la base, cette propriété a été travaillée pas mal pour l'or, je vous dirais, la propriété Trieste. On en a trouvé d'ailleurs des indices dans la formation de fer, mais on a cartographié pas mal de pegmatites en 2020 lors de la campagne d'exploration qu'on a fait, et on essaie de réactualiser ces découvertes ou ces pegmatites qui ont été trouvées. Donc actuellement, c'est un intérêt pour le lithium et pour l'or, mais on ne reste pas fermé aux autres commodités non plus. Alors, on va passer à la propriété Courcy, car du coup, c'est un de nos gros projets. Courcy, il a été détenu, on va dire, par Sochem jusqu'en 2006 et acquis par Stelmin en 2017. Il y a à peu près, à l'heure actuelle, 165 claims, ça fait à peu près 86 km². Ça commence à être des projets d'envergure. Et on est à plusieurs campagnes d'exploration depuis 2017 et on est parti en forage en 2021 sur ce projet-là, car il est vraiment très très important pour nous et on pense vraiment qu'il y a du potentiel dessus. Alors si jamais on revient sur les données historiques sur le projet Courcy actuellement, on peut voir que Sochem a fait vraiment une belle découverte, 42 mètres à 4,2 grammes-tonnes à partir de 12 mètres, donc en surface, avec 105 grammes-tonnes sur 1,5 mètres, principalement dans des veines de quartz. Ça a attiré pas mal notre attention, mais ça, c'est les découvertes qui ont été faites sur la zone 2. Mais en plus de ça, on peut voir qu'il y a 2 autres zones, donc la zone 4 et la zone 3. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que Courcy est vraiment un projet intéressant, on va dire? C'est qu'il y a de l'or associé principalement à différents types de minéralisation. Donc on peut avoir de l'or associé du coup à des grains d'or dans des veines de quartz, comme par exemple sur zone 1 et sur la zone 4, sur des channels, etc., et aussi sur des forages qui ont été faits par Sochem sur la zone 1. Et on a aussi divers autres types de minéralisation qui portent de l'or. Donc les sulfures massifs sur la zone 1 et sur zone 3, on a actuellement de l'arsénopyrite et des formations de fer qui portent de l'or. Donc c'est pas seulement un type de minéralisation qu'on cherche, c'est vraiment plusieurs. Et on ne peut pas y avoir de l'or à autant de places sans qu'il y ait un hotspot quelque part. C'est souvent ce qu'on dit. Au niveau géologique, pour faire bref, on a vraiment beaucoup d'unités aussi, beaucoup d'unités, des plissements, etc., qui font qu'on a vraiment des zones qui sortent du lot et qui montrent vraiment des très forts potentiels. Donc je vais vous passer un peu toute l'exploration, etc., qui a été faite, puis on va aller directement au niveau du forage. Donc le forage qui a été en 2021, on a fait 12 forages sur notre zone 1, qui est dans le nez de pli vraiment, et pour faire des follow-up sur les forages de Sochem qui ont été faits en 2006. Et on a mis 2 autres forages sur la zone 4.
Donc principalement, la carte des forages, ça donne à peu près ça. Au niveau des meilleurs intervalles aurifères, c'est notre trou numéro 1, notre trou numéro 1 et notre trou numéro 2 qui sont ici, qui ont été vraiment twinnés les trous de SOCEM qui ont donné dans les meilleures valeurs. On voit, on a quand même du high grade avec 31,2 grammes-tonnes sur 0,3 mètres. Et on a, on va dire, en tirant ça, 6,8 mètres avec 3,74 grammes-tonnes d'or. Sur le trou 2, c'est pareil, 0,5 mètres, on va dire, avec 20 grammes-tonnes, ce qui reste quand même des belles valeurs pour une première passe de forage. Au niveau de la continuité, on en a, et puis on peut le prouver avec notre trou 12. Notre trou 12, il a aussi donné des valeurs, on va dire, de 35 grammes-tonnes sur 0,4 mètres. C'est pareil, une veine de quartz qui passe dans l'amphibolite, et ça donne des très belles valeurs comme celle-là. Si jamais on veut voir ça un petit peu plus en 2D vis-à-vis de cette coupe-là, ça nous donne à peu près ça. C'est très très simplifié là, parce que c'est pas mal plus plissé dans la vraie vie, mais c'est très difficile de faire interconnecter. Et on peut voir que les zones de VG, en fait, on en a plusieurs. On en a une qui est à ce niveau-là, une autre ici, et une autre passée, on va dire, la faille principale. Et on peut voir qu'on a une espèce de continuité. Par exemple, ici, ce VG-là, on le retrouve un peu plus bas, etc. etc. À date, on n'a pas réussi à trouver vraiment le sweet spot, je vous dirais, l'endroit où la veine est vraiment plus grosse. Mais on a quand même une continuité sur à peu près 300 mètres de nos valeurs aurifères, ce qui est vraiment très très intéressant, je vous dirais, sur Courcy, et qui permet de montrer qu'on a du potentiel. Ça, c'est à peu près toutes nos valeurs de forage et qu'on a eu sur les différents trous. Donc comme on peut voir, on a des 2 grammes-tonnes sur 2 mètres, 0,33 sur quasiment 10 mètres. On peut avoir des 0,8 sur 7,5 mètres, etc. etc. Donc on a un peu de l'or partout, mais on essaie vraiment de trouver les high grade sur cette zone-là, et c'est vraiment ça qui nous importe, je vous dirais, à l'heure actuelle, et on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de targeter mieux les veines de Courcy. Donc des petites images, parce que je reste quand même un géologue, puis je pense que ça parle, une image vaut 10 000 mots. On peut voir principalement, ici vous avez les résultats de SOCEM. À l'époque, ils avaient quand même des veines millimétriques avec de l'or qu'on peut voir ici, à 64 mètres, et ici une veine, on va dire, centimétrique au maximum. Et la grosse réussite qu'on a fait avec Stelmin, c'est vraiment de taper des veines dont l'épaisseur a pas mal augmenté. Donc on peut voir ici, on a une veine de 30 cm. Juste avant, on a une veine d'à peu près de 15 cm que j'ai pas pu mettre sur la photo, avec du VG à l'intérieur. Donc ce qui prouve que les petites veines de SOCEM peuvent grossir. Et nous, on espère, pendant la prochaine passe de forage, pouvoir encore augmenter la taille de ces veines jusqu'à plurimétrique. Donc Courcy, ça reste vraiment un succès, on va dire, cette première passe de forage. Et pour la deuxième, on espère vraiment pouvoir trouver des choses un peu plus, des veines un peu plus larges. Alors maintenant, on passe un peu à mon projet préféré, c'est Mercator. C'est vraiment un beau projet. Comme vous voyez, les claims sont pas mal gros. On a quand même 1095 claims sur cette propriété-là. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près une fois et demie la taille de l'île de Montréal. Donc ça fait quand même de la place pour prospecter puis pour trouver de quoi. Actuellement, je vous dirais, on a vraiment une zone principale sur cette propriété qui est la Meridian Zone. Donc ça, c'était à peu près les claims initiaux. Ensuite, on a grossi ces claims-là à la suite des premières phases de découverte en 2020. Et on a encore grossi ces claims, on va dire, suite à notre campagne de forage. Donc on peut voir, il y a quand même pas mal de couleurs dessus, là, et on espère avoir pas mal de réussite pour les prochaines années. Alors je vais vous faire un petit peu la présentation du projet Mercator, parce qu'il faut savoir comment ça a commencé pour se dire, ok, il y a eu pas mal de travail qui a été fait depuis les dernières années. En 2018, on part en fait d'un indice du ministère de 97, non référencé sur le CIGEOM, qui a été trouvé par notre géologue senior Michel Boily, qui faisait de la compilation. Et cet indice, il s'appelait Biblin, il s'appelle toujours Biblin d'ailleurs, et il a à peu près 3 grammes-tonnes d'or dans ce qui a été décrit comme des formations de fer à l'époque par le ministère.
Donc on le voit, il a été ici. Donc là-dessus, notre géologue senior décide d'envoyer la première équipe d'exploration sur place pour faire un peu de cartographie, etc. pendant 5 jours. Et on découvre un nouvel, on va dire un boulder avec 7,4 grammes-tonnes d'or que vous pouvez voir ici. Et c'était le début en fait d'une belle aventure. En 2019, pour des questions de logistique, etc., on n'a pas été faire de campagne d'exploration, mais on a tout de suite repris en 2020. Et là, on est passé vraiment d'un petit échantillon de base sur Bibelin à vraiment un corridor minéralisé entier. Là. On a été vraiment surpris quand on est allé sur place parce que à chaque fois, en fait, à chaque jour, on découvrait des nouveaux indices, etc., etc. Donc je peux vous dire que c'est quand même rare que pour un géologue d'arriver sur le terrain puis de voir que de la belle roche pendant 18 jours d'affilée. Donc c'était pas mal plaisant. Au total, sur ces 18 jours de prospection, on a fait à peu près 84 rainures, 116 échantillons choisis et la découverte de pas mal de nouveaux indices. Donc comme vous pouvez voir, tous ces points-là, ils n'existaient pas à l'époque. Fait que tout ça, c'est de nouveaux points qui ont été mis à jour, on va dire, par les géologues sur place. Notre meilleur échantillon à cette époque-là, c'était 9 grammes-tonnes, qui prouve qu'on a quand même du high grade. Et des rainures qui ont donné, on va dire, 7 grammes sur 1 mètre, donc qui est quand même très très encourageant. En général, la plupart des rainures donnaient des belles valeurs, mais celle-là, c'était pas mal la plus haute à l'époque. Et c'était pas mal la naissance de la zone méridienne. Mercator, c'est une espèce de butte, ici, avec une vallée. Et en fait, la formation de fer se trouve être une slab, on va dire, qui pend d'à peu près 30 degrés, directement vers le nord-ouest. Excusez-moi. Donc on s'est posé des questions, ça c'est mon côté géologue, on va dire au niveau de la présentation. On s'est posé des questions, qu'est-ce qui portait l'or, etc., etc. Parce que c'est quand même important, on va dire, d'avoir des indices, mais si jamais on ne comprend pas ce qu'on cherche, ça risque d'être un peu plus compliqué, on va dire, pour trouver et pour réitérer, on va dire, notre découverte à l'échelle régionale. Donc principalement, toutes les roches qu'on a pu voir, elles ont quasiment, et tous les high grade qui ont donné des hautes valeurs. Donc là, on voit des rainures qui ont donné 8 grammes sur 1,5 mètre, 8,5 sur 1,5 mètre, etc., etc. Elles ont quasiment toutes le même assemblage minéralogique. Donc on peut voir principalement, c'est des roches, on va dire, avec des pyroxènes, du quartz et du grenat. Et les teneurs aurifères sont quasiment exclusivement, on va dire, tenues par les bancs de formation de fer. Et on a trouvé à l'époque un super indicateur concernant les valeurs aurifères. C'est que dès qu'on avait de l'arsénopyrite ou de la lolingite, il y avait de fortes chances qu'on ait des valeurs aurifères. Donc suite à ça, on a fait pas mal d'épisodes de terrain. Ça ici, c'est un peu pour voir à quoi ça ressemble le terrain, on va dire, sur place. Mercator, c'est vraiment des falaises de rouge. Je ne sais pas si vous voyez la taille que ça fait, mais les arbres sont vraiment grands. Fait qu'on doit avoir à peu près une douzaine de mètres de falaises qu'on a dû rainurer, etc. Donc je peux vous dire que la première année, c'était vraiment très sportif pour essayer de sortir des valeurs. Mais au final, on l'a fait, puis c'est vraiment, vraiment un engouement aujourd'hui là-dessus. Ici, on peut voir typiquement un des affleurements qui nous fait potentiellement penser qu'on a affaire à des formations de fer. C'est parce qu'on a des plis très serrés, etc. Puis c'est typique des formations de fer qu'on peut retrouver à travers le globe, sur Méliadine ou sur Amarouk, par exemple. Ici, c'est nos géologues en action, justement sur des zones un peu plus silicifiées. Ici, c'est des géologues du coup qui ramassent du til. Et ça, c'est un peu notre top de montagne où on peut voir les zones un peu plus rouillées et la formation de fer qui est vraiment, vraiment très belle. Donc ça donne vraiment des très belles images. Puis ça montre un petit peu le potentiel de notre projet, je dirais, un peu plus que de simples chiffres dans un tableau. Du coup, 2021, on a essayé de grossir notre zone minéralisée. Le but, c'était vraiment d'essayer de trouver des extensions, etc., etc., avant de procéder à une étape de forage trop hâtive. Donc on peut voir ici, on a notre Meridian Zone. Là, on a le flanc sud-est, où ici, c'est le top de la montagne, donc ce qu'on appelle le flanc sud-est. Puis ici, c'est le flanc nord-ouest, qui est un peu la vallée dans le bas topographique de la montagne. On peut voir qu'on a ramassé quand même pas mal d'échantillons. Et ce qui est impressionnant, c'est que 38% des rainures, par exemple, ont donné des valeurs supérieures à 0,5 g/tonne.
Vous allez me dire, on choisit, là on fait les rainures, mais ça reste qu'on a les épontes minéralisées, puis c'est pas forcément toutes les formations de fer normalement qui donnent. On a quasiment, on va dire 9%, 8,6% des échantillons choisis qui ont donné des valeurs supérieures à 0,5 g/tonne. Ça veut dire que sur la propriété, vous prenez n'importe quel bloc rouillé, vous le ramassez, puis vous avez une chance sur 10 que ça grade au-dessus de 0,5 g/tonne. C'est quand même pas mal impressionnant, je vous dirais. Et au niveau des meilleurs échantillons choisis qu'on a, on a réussi à avoir un 18 g/tonne, ce qui prouve bien qu'on a vraiment du high grade qui traîne dans le coin. On a aussi eu notre meilleure rainure cette année-là. Donc on a eu à peu près 2,07 g/tonne sur 27,5 mètres, qui commence à être pas mal des bonnes valeurs, surtout à la profondeur où c'est là. Cet endroit-là, il est quasiment en surface. Donc ici, vous avez un peu toutes les rainures. Ce qu'on voit, c'est que le flanc nord-ouest, il y a des valeurs pas mal plus high grade qu'au flanc sud-est. Et ce qu'on peut remarquer sur le terrain, c'est qu'on a une espèce d'épaississement de la couche minéralisée au fur et à mesure où on va vers le nord-ouest. Pour voir un peu mieux en 2D, parce qu'une image, ça vaut 10 000 mots, ici, on peut voir notre flanc sud-est, comme on vous disait, un peu plus tôt. Et ici, on peut voir notre flanc nord-ouest. On voit qu'il y a une espèce d'épaississement de la zone minéralisée. Et ici, c'est une des extensions qu'on a trouvées en 2021. On peut voir en surface, on a fait un levé PP que vous pouvez voir ici, en blanc. C'est la trace de la ligne. Et sur ce levé PP, il y a une bonne corrélation entre nos valeurs aurifères puis les zones de haute chargeabilité. La haute chargeabilité, ça veut dire que la roche conduit vraiment très bien le courant. Petit problème technique. La roche conduit vraiment très bien le courant et on peut voir qu'à chaque fois on a une bonne corrélation. Donc ce qu'on s'est dit, c'est bon, ici on a une très haute zone, donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller forer ça pour essayer de voir en profondeur ce que ça donne. Surtout qu'on a des très bonnes valeurs sur ces zones de chargeabilité là. Pourquoi ne pas aller ici et aller ici? Donc suite à ça, en 2022, on a commencé notre campagne de forage. Puis là, le but c'était vraiment d'essayer de targeter en profondeur. Qu'est-ce qu'on avait de targeter en profondeur et d'avoir les mêmes résultats qu'on avait obtenus en rainure. Et c'est pas mal de choses qui a été faites. Ici, vous pouvez voir les zones de chargeabilité, puis plus vous allez vers le blanc, et plus il y a des zones de haute chargeabilité. Et c'est vraiment ces zones-là qu'on essaie de targeter pour avoir les meilleurs résultats. Ici, vous pouvez voir ceux qui ont les forages du coup qui ont pas mal le plus donné, c'est le forage 11 et le forage 8, qui sont justement en plein dans cette zone blanche de haute chargeabilité. Et on peut voir qu'on a des résultats d'à peu près 1 g/tonne sur 9 mètres, 1 g/tonne sur 4 mètres, 1,2 g/tonne sur 9,3 mètres. Et sur notre forage 8, qui est vraiment l'une de nos plus grosses réussites sur cette campagne, ça a été 2,62 g/tonne sur 17,8 mètres. Donc ça commence à être pas mal des très bonnes valeurs. Et c'est surtout que tout est quasiment en surface. On va dire ça commence à peu près à 50 mètres de profondeur, puis ça peut aller jusqu'à 70 mètres, mais la plupart, on va dire, de ces valeurs sont en surface. Donc là-dessus, on a quand même eu pas mal de travail qui a été fait. Finalement, on veut revoir la même image que tantôt, mais on va dire avec l'image 2D pour voir un petit peu comment ça se passe en profondeur. On peut voir la même image que tout à l'heure, avec les forages qui ont été positionnés par rapport à leur emplacement et leur valeur. Et on voit très bien sur cette figure 2D qu'il y a une espèce de corrélation entre les endroits où les channels ont été faits, les zones de haute chargeabilité et les zones où on a pu avoir des valeurs aurifères. L'année prochaine, cette année, on espère faire une campagne de forage. Et je pense que le financement ne devrait pas être un problème vu nos résultats, mais sait-on jamais. Et ici, on peut voir qu'on a à peu près sur le forage 11, 3 zones qui ont donné des valeurs aurifères, alors que sur le forage 8, on en a seulement une, mais qui est vraiment pas mal plus grosse. Donc on se demande, comment on peut faire, on va dire, pour essayer de targeter mieux ces zones-là, etc., etc. Donc le but pour l'année prochaine, ça va être vraiment de viser les zones high grade qu'on sait qu'on a eu dans nos forages.
Alors ça, c'est mon petit côté géologue qui fait son retour, là, mais qui a pas mal son importance, je vous dirais. Ici, c'est sur le forage numéro 8 où on a eu pas mal les plus hautes valeurs aurifères. Donc on peut voir qu'on commence à 47,15 mètres, juste après une espèce de brèche d'intrusion, et qu'on finit à peu près la formation de fer à 64,95 mètres. Donc ça, c'est le total de nos 17,8 mètres qu'on a juste au-dessus. Et on peut voir que dans cette formation de fer, on retrouve quasiment les mêmes assemblages qu'on a en surface dans notre channel, des pyroxènes, etc., etc. De l'arsénopyrite aussi, qui fait qu'on réussit à avoir pas mal d'or dedans. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment cette zone-là, qui a donné 27,7 grammes-tonnes sur 0,55 mètres. Cette zone-là, on s'est posé des questions. Ok, on veut targeter les zones high grade pour la prochaine campagne de forage. Qu'est-ce qui fait que cette zone-là, on pourra la discriminer par rapport aux autres? Parce que on va dire qu'au niveau de la lithogéochimie, etc., c'est exactement la même chose que le reste de la formation de fer. Et en fait, ce qu'on a réussi à trouver, c'est que cette zone-là, elle perdait beaucoup de magnétisme. Donc, c'est vraiment devenu un piège chimique, on va dire, pour l'or. L'or va vraiment se déposer là-dedans. Puis nos high grade, en général, nos très high grade, c'est vraiment des zones qui perdent leur magnétisme. Donc, pour la prochaine campagne de forage, on va vraiment pouvoir targeter mieux nos zones, on va dire, avec des hautes valeurs aurifères. Et c'est vraiment le but qu'on veut pour l'année prochaine. Essayer de démontrer qu'on a du high grade sur des larges intersections. Donc vous allez me dire, oui c'est bien la Meridian Zone, mais une mine, il faut toujours plusieurs zones pour essayer de faire du tonnage, etc. etc. Et justement, on a mis à jour pour ça la carte géologique. Et ici, vous pouvez voir les formations de fer, on va dire, qu'on a mis à jour. Ici, on a notre zone méridienne. Mais actuellement, en fait, on a fait 95% de nos travaux sur cette zone-là. Mais on a un potentiel qui reste ouvert parce que cette formation de fer, on va dire, elle se balade à peu près sur 20 km sur le sud-ouest. C'est toutes les zones mauves qu'on peut voir ici. Et plus au nord, on voit qu'on a des espèces de nez de plis où la charnière est vraiment démembrée en plusieurs phases. Et il y a vraiment une étude structurale plus compliquée qui est sur ces zones-là. Donc, on pense vraiment qu'on peut avoir des très très bons résultats, surtout avec la complexité structurale qui permet un enrichissement de l'or très facilement. Donc voilà, on espère trouver pas mal de nouvelles zones plus sur le nord, sur la zone T-Rex comme on l'appelle, et on espère avoir des très bons résultats de forage là-dessus après pas mal de travail. Au niveau de nos travaux cet été, je vous dirais que on est pas mal sur Mercator à consolider le VPP sur la zone méridienne, car le but ça va être de targeter vraiment bien les formations de fer, et c'est vraiment très magnétique, et la chargeabilité, on a vu précédemment que ça marchait super bien. Donc le but vraiment c'est de consolider notre modèle et de targeter au mieux, l'histoire de faire au mieux avec le minimum de métrage. La cartographie de détail pour essayer de comprendre un peu mieux à quoi on a affaire, etc. etc. Et un échantillonnage de sol à grande échelle, justement pour targeter un peu mieux, on va dire, les zones aurifères qui sont possiblement présentes plus au nord. Un peu à la méthode Kenorland, je ne sais pas si jamais vous les avez suivis, mais ils ont eu quand même pas mal de succès, fait qu'on essaie de s'inspirer de ça. Et à la fin de l'année, normalement, une campagne de forage de 2500 mètres. Concernant Coursier, on n'a pas laissé ce projet de côté. On est en train de travailler pas mal sur comment réussir à trouver les veines les plus grosses sur la zone 1. Mais la majeure partie de nos travaux va être de la cartographie sur zone 3, qui a été très peu prospectée par nous-mêmes et par Sochem à l'époque. Et on essaie aussi de faire un échantillonnage de sol pour essayer de targeter mieux, on va dire, ce grand package de claims et de la prospection. Donc je tiens à remercier un peu toute notre équipe, parce que mine de rien, tous ces travaux-là, ils ne se font pas tout seuls. Nos contracteurs de forage de l'année dernière, toute notre équipe, on va dire, technique. Donc sur la gauche, vous avez plus tout le côté administratif. Et il manque Audrey, notre
notre nouvelle venue, mais elle n'avait pas encore de photos malheureusement sur le site internet. Et toute notre équipe géologique, donc James qui travaille justement sur les projets en Guyane française de Montagne d'Or, Michel Boilly, notre géologue senior, et Normand Goulet qu'on ne présente plus. Et aussi toute notre équipe qui travaille, on va dire, chaque année sur nos projets, les techniciens, les géologues, les cuisiniers, etc., qui font qu'on peut se concentrer vraiment à 100% sur nos projets. Donc c'est ça, à mon avis, le secret de Stelmin, c'est qu'on traite vraiment bien nos employés. Puis je pense que ça se ressent dans nos résultats derrière. Voilà, merci beaucoup. Ouais, si vous avez des petites questions. Ouais, si vous avez des questions, levez la main, je vais vous apporter un micro aussitôt que le deuxième va fonctionner. Oh, très bien. C'était une mine par rapport à la route Transcaïda. Dans quel kilométrage vous trouvez? Je vous dirais qu'on est pas mal plus proche de Fermont que de la route de Trans-Taïga. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on monte à Fermont, puis après tout est soit transporté par avion ou par hydravion directement sur la propriété Mercator. C'est après ça. Mais on est à peu près, je vous dirais, à 160 km à l'ouest. Vous êtes sur le côté ouest du barrage? Ouais, on est on va dire par rapport à Brisé, on doit être vraiment au sud-sud-est. On doit être à peu près, je vous dirais, 160 km du barrage, plus au sud. Pas d'autres questions? Ben, merci, Alexandre. Merci beaucoup pour votre attention.